Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais tenter de vous présenter de manière un peu animée une correction de l'épreuve de mathématiques du brevet des collèges de l'année 2017. Donc dans l'exercice 1, on a une urne qui ne contient que des boules vertes et des boules bleues. On tire au hasard une boule, on regarde sa couleur, puis on la replace dans l'urne et on mélange. On nous dit que la probabilité d'avoir une boule verte est de 2/5. Ce qui veut dire que s'il y a 5 boules dans l'urne, 2 sont vertes, et du coup 3 sont bleues. La question 1 consiste à expliquer pourquoi la probabilité d'obtenir une boule bleue est égale à 3/5. Si on prend la probabilité d'une boule bleue, qu'on l'additionne à la probabilité d'avoir une boule verte, on obtient 1. Donc pour avoir la probabilité d'obtenir une boule bleue, on fait 1 moins la probabilité d'obtenir une boule verte, ce qui fait 1 moins 2/5, ce qui fait 3/5. On va garder cette réponse et on passe à la question 2. Dans la question 2, on nous dit que Paul a effectué 6 tirages et qu'à chaque fois il a obtenu une boule verte. Est-ce qu'au 7e tirage, il aura autant de chances ou plus de chances d'obtenir une boule bleue qu'une boule verte? En fait, comme la boule est replacée à chaque fois dans l'urne et qu'on mélange, alors la probabilité reste inchangée, c'est-à-dire que la probabilité d'avoir une boule verte est toujours de 2/5 et celle d'une bleue est toujours de 3/5. Donc non, il n'aura pas plus de chances d'obtenir une boule bleue plutôt qu'une boule verte. Pour la question 3, on nous dit qu'il y a 8 boules vertes dans l'urne. Mais on ne nous dit pas combien il y a de boules bleues, ni combien il y a de boules au total. Ce qu'on peut faire, c'est remplacer le nombre de boules bleues par x et le nombre total de boules par n. Et à partir de là, on va diviser de chaque côté par n, ce qui va nous donner 8 sur n plus x sur n est égal à n sur n, ce qui est en fait égal à 1. Sauf que 8 sur n, c'est la probabilité d'avoir une boule verte. Et on sait que c'est égal à 2/5. Ce qui fait que 8 sur n, c'est égal à 2/5. On multiplie par n de chaque côté. On simplifie et on obtient que n est égal à 8 fois 5 sur 2, ce qui fait 40 sur 2, ce qui nous fait 20. Maintenant, on peut remettre ce résultat dans cette équation, et à partir de là, on peut calculer x. On obtiendra que x, c'est égal à 20 moins 8, ce qui fait 12. Il y a donc 12 boules bleues dans l'urne. Dans l'exercice 2, on nous donne un programme qui permet de tracer des triangles équilatéraux de tailles différentes. On a une variable qu'on appelle côté. Les longueurs sont données en pixels, et l'instruction s'orienter à 90 signifie qu'on dirige vers la droite. Et le programme ressemble à ça. Pour la question 1, on nous demande quelles sont les coordonnées du point de départ. Si on suit les instructions, l'instruction 1, 2 et 3, on voit qu'à la troisième, on nous dit que x est égal à moins 200 et y est égal à moins 100. Et donc c'est ça les coordonnées du point de départ. X égale moins 200 et y égale moins 100. Pour la question 2, on nous demande combien de triangles sont dessinés par le script. Lorsque l'on va à l'instruction 4, on voit qu'on s'oriente à 90 degrés, donc vers la droite. On met la variable côté à 100. Et enfin, on va répéter 5 fois une boucle. Et dans cette boucle, on a le triangle. Ce qui veut dire que la boucle qui dessine un triangle est répétée 5 fois, donc 5 triangles seront dessinés. Pour la question 3a, on nous demande la longueur du côté du deuxième triangle. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les instructions, et à chaque fois qu'une variable changera, il y aura un trait rouge à côté et une nouvelle valeur se mettra dans cette variable. Donc on nous dit x égale moins 200, y égale moins 100, très bien. L'orientation est à 90, on met la variable de côté à 100, et enfin là on doit répéter 5 fois une instruction, pour l'instant elle est à 0. On a un bloc triangle qui est défini ici, et on va regarder ce qu'il faut faire dans ce bloc. Donc, on commence par avancer de côté. Côté est à 100, donc on se déplace de 100 vers la droite. Puis, il faut tourner vers la gauche de 120 degrés. Et là, on a fait une boucle. On peut donc mettre le nombre de répétitions à 1, plus que 2. Donc, pareil, on avance de côté, donc de 100. Puis ici, on tourne de 120 degrés vers la gauche. Et on peut mettre le nombre de répétitions à 2. Enfin, on avance encore une fois de côté, on tourne de 120 degrés, et on met le nombre de répétitions à 3. Là, on sort de la boucle et on revient dans le programme principal. On avance de 100. On nous dit qu'il faut ajouter à côté moins 20, donc 100 moins 20, 80. Et là, vu qu'on va commencer à tracer le deuxième triangle, puisqu'on a fini une première fois la boucle, on peut donc déduire que la longueur du côté du deuxième triangle est de 80 pixels. On met la répétition à 1 et on recommence le programme. Donc on trace un deuxième triangle, on avance cette fois-ci de 80, et on ajoute moins 20 à 80, ce qui fait qu'on passe à 60. Et du coup, on a fini une boucle, on peut dire qu'on a fait une deuxième répétition.
On continue, donc là, à la fin de la troisième boucle, le côté est à 40. À la fin de la quatrième boucle, le côté est à 20. Et à la fin de la cinquième boucle, le côté est à 0. Et là, on s'arrête. Et donc la figure obtenue lorsque l'on exécute le script, c'est celle-ci, les 5 triangles avec des tailles différentes. Dans la question 4, on nous dit qu'on a modifié le script pour obtenir la figure ci-dessous. Et on nous demande à quel endroit, dans le code principal, on a mis l'instruction tourner de 60 degrés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord dessiner le premier triangle, puis le deuxième. Et une fois qu'on a fini de dessiner le deuxième, on va simplement le faire tourner de 60 degrés. Et ensuite, on continue le programme. Donc on pourra dessiner le troisième, puis le quatrième, et enfin le cinquième triangle. Ce qui veut dire que l'instruction tourner de 60 degrés peut être placée après l'instruction 8 ou 9. Pour l'exercice 3, on nous donne un graphique qui montre l'évolution de la tension mesurée au bord d'un condensateur en fonction du temps lorsqu'il est en charge, c'est-à-dire cette courbe-ci. Dans un premier temps, on va nous demander s'il s'agit d'une situation de proportionnalité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la valeur de la tension lorsque t égale à 0,5 secondes, par exemple, ici. Donc on monte jusqu'au moment où on touche la courbe bleue, et on vient regarder quelle valeur correspond. Ici, c'est à peu près 5 volts. On met les résultats dans un tableau, et on va regarder quelle doit être la tension au bout de 0,3 secondes s'il y a proportionnalité. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire 5 fois 0,3 divisé par 0,5, ça sera égal au résultat ici. Et bon, ça devrait être égal à 3. Ça, c'est le résultat s'il y a proportionnalité. On va donc regarder à 0,3 secondes quelle est la tension. On devrait obtenir 3 s'il y a proportionnalité, or on voit bien sur le graphique qu'on n'obtient pas 3. On obtient environ 4,8, ce qui est différent de 3. Et donc s'il y avait une proportionnalité, le résultat devrait être de 3 volts au bout de 0,3 secondes. Or on lit 4,8 volts, il n'y a donc pas proportionnalité. Pour la question 2, on nous demande quelle est la tension au bout de 0,2 secondes. Donc pareil, c'est juste de la lecture graphique, on remonte jusque la courbe bleue, et on voit qu'on a environ 4,3 volts au bout de 0,2 secondes. Pour la question 3, on va commencer par calculer 60% de 5 volts. Ça fait 5 fois 60 sur 100, ce qui fait 3 volts. On vient donc lire les 3 volts sur le graphique, et on s'aperçoit que le temps correspondant à une tension de 3 volts, c'est 0,09 secondes. Et donc la tension au banc du condensateur aura atteint 60% de sa valeur max au bout d'environ 0,09 secondes. Dans l'exercice 4, on nous parle des panneaux photovoltaïques qui permettent de produire de l'électricité à partir du rayonnement du soleil. Et une unité courante pour mesurer l'énergie électrique, c'est le kWh, abrégé en kWh. Dans la question 1, on nous dit qu'en mai 2015, on installe une centrale solaire de type B d'une puissance de 28 kW. Et on veut vérifier que le prix d'achat de 31 420 kWh est d'environ 4 383 €. Les informations importantes sont mai 2015, type B et puissance de 28 kW dans le texte. On peut facilement les retrouver dans le tableau. Et si vous ne les voyez pas, elles sont là. Une fois qu'on a la bonne colonne et la bonne ligne, il suffit juste de regarder quel est le prix indiqué en centimes d'euros. Ici, c'est 13,95 centimes d'euros pour 1 kWh. Puisqu'on va acheter 31 420 kWh, on multiplie ça par 13,95, ce qui nous donne 438 309 centimes d'euros. Et donc divisé par 1000, ça fait environ 4 383 €. Après avoir vérifié ce prix, on nous dit qu'une personne souhaite installer des panneaux photovoltaïques sur la partie du toit de sa maison orientée au sud, c'est-à-dire cette partie-ci, le pan sud. Ce qu'on nous donne comme valeur, c'est cette distance, puis celle-ci au sol, cette autre-là, et enfin, on nous fait remarquer qu'ici, il y a un triangle rectangle. On nous donne les points ABC comme repère pour le triangle. Je le place en haut à droite pour un peu plus de visibilité. Ce qu'on va nous demander de faire, c'est de calculer l'angle formé par le sommet ABC. La longueur CB est égale à 4,5 mètres, et la longueur CA, c'est 7 mètres moins 4,8 mètres, comme vous pouvez le voir ici. Donc à partir de là, ce qu'on peut faire, c'est utiliser la tangente, puisque la tangente, c'est la longueur du côté opposé sur la longueur du côté adjacent, donc CA sur CB. Et donc pour avoir l'angle ABC, on fait l'arc tangente de CA sur CB,
C'est l'arc tangent de 2,2 sur 4,5, ce qui fait environ 26 degrés. Pour la question 3, on nous demande de déterminer la longueur du segment AB. On va l'appeler x pour plus de simplicité. On va utiliser le théorème de Pythagore qui dit que x carré c'est égal à 2,2 au carré plus 4,5 au carré. Ce qui nous donne un x carré qui est égal à 25,09. Et donc x étant racine de 25,09, ça fait environ 5,01, donc AB est égal à 5 mètres. Et pour la question 3b, on va se concentrer sur le toit, et plus particulièrement sur le pan sud du toit, qu'on va venir mettre ici. On sait qu'il fait 7,5 m de long sur 5,01 m. Donc l'aire du pan sud, c'est 7,5 x 5,01, soit 37,575 m². Un panneau photovoltaïque, ça fait 1 mètre sur 1 mètre. Donc l'aire d'un panneau, c'est 1 x 1, soit 1 m². Et comme on a 20 panneaux, eh bien on a 20 x 1 m², donc 20 m². On veut savoir quel pourcentage de la surface totale du pan sud sera couvert par les panneaux. C'est-à-dire qu'on va prendre l'aire de 20 panneaux et on va la diviser par l'aire du pan sud. C'est-à-dire qu'on va prendre 20 m², qui est en fait l'espace qui sera occupé par les panneaux, sur 37,575, qui est la surface totale. Et donc ça fait 0,5323, donc on peut dire que le pourcentage est de 53%. Pour la question 3c, pareil, on va prendre le pan sud et on va l'agrandir un petit peu. On nous dit qu'il faut qu'il y ait une bordure d'au moins 30 cm de large laissée de part et d'autre pour le système de fixation, tout autour. Ici, on a 7,5 m de long. Mais on doit laisser 30 cm à gauche, puis 30 cm à droite, afin de laisser la place pour le système de fixation. Ce qui fait qu'en fait, on a une longueur disponible de 7,5 m moins 0,3 moins 0,3, qui fait 6,9 m. Et puis on fait pareil sur la largeur, c'est 5 m moins 0,3 moins 0,3, ce qui fait 4,4 m de largeur disponible. On sait qu'un panneau fait 1 mètre de côté, et qu'on a 6,9 m de longueur disponible. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a que 6 panneaux qui peuvent être placés sur la longueur, ici. Et pour la largeur, c'est pareil. On a 4,4 m de largeur disponible, donc on n'aura que 4 panneaux qui peuvent être placés sur la largeur. Et donc 6 x 4, ça fait 24, donc 24 panneaux peuvent être placés. Et donc oui, le propriétaire peut donc installer les 20 panneaux prévus. En 2016, la nageuse Pernille Blum, qui est une Danoise, a remporté le 50 mètres nage libre en 24,07 secondes, c'est-à-dire qu'elle a nagé 50 mètres en 24 secondes, 24,07 secondes. On sait que la vitesse d'une personne qui marche est de 6 km par heure, et on veut savoir si elle a nagé plus rapidement qu'une personne qui marche. Donc on peut faire deux méthodes. La première, c'est de calculer la vitesse de Pernille Blum en km par heure. Donc sa vitesse, c'est la distance sur le temps, donc elle a fait 50 mètres en 24,07 secondes, ça fait environ 2,08 mètres par seconde. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par 3600, comme ça on aura sa vitesse en mètres par heure, et ensuite on va la diviser par 1000, comme ça on l'aura en kilomètres par heure. Ça fait 7,488, soit environ 7,5 km par heure. Donc oui, elle a nagé plus vite qu'une personne qui marche. Mais on aurait pu faire une autre méthode et calculer la vitesse d'une personne qui marche en mètres par seconde. On sait qu'une personne qui marche fait 6 km en 1 heure. Si on multiplie par 1000, ça nous fait 6000 mètres en 1 heure. Et ça, on le divise par 3600 pour avoir 6000 mètres en 3600 secondes. Et ça va nous donner une vitesse en mètres par seconde qui est 1,67. Et dans les deux cas, on peut voir que Pernille Blum a nagé plus rapidement qu'une personne qui marche à 6 km par heure. Lors de la question 2a, on nous donne une équation. E égale 3x plus 8, le tout au carré, moins 64. On va la développer. Et pour ce faire, on va y aller étape par étape. On commence par prendre 3x ici, qu'on vient multiplier par 3x ici. Okay. 3x fois 3x plus 3x fois 8 plus 8 fois 3x et plus 8 fois 8 et on n'oublie pas le moins 64. Bon. Maintenant on poursuit le développement, donc 3x fois 3x ça fait 9x carré, plus 24x, plus 24x,
plus 64, moins 64. 64 moins 64, ça fait 0. Et donc on obtient 9x carré plus 24x plus 24x qui nous donne E est égal à 9x carré plus 48x. Et on va garder cette valeur pour les questions suivantes. Pour la question 2b, on va nous demander de nous prouver que E peut s'écrire sous la forme 3x fois 3x plus 16. La méthode la plus simple, c'est d'abord de développer l'expression 3x fois 3x plus 16. Ça fait 3x fois 3x plus 3x fois 16 qui nous fait 9x carré plus 48x. Et ça, on vient de voir que c'était égal à E. Et donc, que E est égal à 3x fois 3x plus 16, tout simplement. On garde cette expression de côté. Et pour la question 3c, on nous demande de résoudre l'équation 3x plus 8 le tout au carré moins 64 égale 0. Or, ça c'est E, et on vient de voir que E est égal à 3x fois 3x plus 16. Donc en fait, ça revient à résoudre 3x fois 3x plus 16 égale 0. D'où l'utilité de la question précédente. Résoudre 3x fois 3x plus 16 égale 0 veut simplement dire pour quelle valeur de x a-t-on 3x fois 3x plus 16 égale 0. Ici, on voit qu'on a un produit de deux termes. Le premier terme, c'est 3x, et le deuxième terme, c'est 3x plus 16. Il suffit que l'un des deux termes soit nul. C'est-à-dire qu'il suffit que 3x égale 0, ou que 3x plus 16 soit égal à 0. Pour que 3x soit égal à 0, il suffit simplement que x soit égal à 0. Et pour que 3x plus 16 soit égal à 0, il faut donc qu'on trouve la valeur de x, donc 3x c'est égal à moins 16, et donc x c'est égal à moins 16 sur 3. Et j'ai tout. Les solutions sont donc x égale 0 et x est égal à moins 16 tiers. Enfin, pour la question 3, on nous demande de calculer une vitesse d'un véhicule. Donc on va réécrire la formule qui est donnée, d égale à k fois v carré. On exprime v carré, c'est donc égal à d sur k, et v va donc être égal à racine de d sur k. Dans l'énoncé, on nous dit qu'on est sur route mouillée, donc que k vaut 0,14. Et on sait que la distance de freinage est de 15 mètres. Donc la vitesse du véhicule, c'est racine de 15 sur 0,14. Ça fait environ 10,35 mètres par seconde. Faites attention parce que la distance de freinage est donnée en mètres. Donc la vitesse ici sera en mètres par seconde. Ce qui fait environ 37 km par heure. Ce qui est logique. Dans l'exercice 6, on nous parle de l'IMC, qui est l'indice de masse corporelle. On sait que s'il est supérieur à 25, la personne est en surpoids, et s'il est supérieur à 30, la personne est déclarée comme étant obèse. Et dans cette entreprise, un médecin est venu et a mesuré l'IMC de 6 des employés. Et la question à laquelle on nous demande de répondre, c'est combien d'employés sont en surpoids ou obèses parmi ces 6 personnes. Donc ça veut dire combien d'employés ont un IMC supérieur à 25. Dans le tableau, il y a 3 valeurs pour lesquelles l'IMC est supérieur à 25, c'est-à-dire qu'il y a 3 employés sur 6 qui sont en surpoids ou obèses. Et comme c'est un tableur Excel, on nous demande comment cette formule dans la cellule B3 a été calculée, puis recopiée à droite dans la cellule C3. Donc on sait que l'IMC, c'est une masse en kilogrammes divisée par la taille au carré, la taille qui est en mètres. C'est-à-dire qu'ici, pour avoir 25,2, on a fait 72 divisé par 1,69 ou 1,69. Autrement dit, on a fait B2 divisé par B1 fois B1. Mais en langage Excel, ça s'écrit comme ça, B3 égale B2 divisé par B1 fois B1 de manière horizontale. Si on avait écrit dans B3 $B2 divisé par $B1 fois $B1, alors dans C3, on aura obtenu la même formule. Le dollar sert à figer la valeur ou la lettre qui est juste après. C'est-à-dire que même si vous déplacez à droite ou à gauche, vous obtiendrez toujours $B dans toutes les cellules. Et donc on aura obtenu dans la cellule C3 25,2. Or là on a 28,7. Donc non, dans B3 on a juste écrit B2 divisé par B1 fois B1, sans les dollars. Le médecin a ensuite fait le bilan de l'IMC des 41 personnes de cette entreprise et il nous a donné le tableau suivant, avec les IMC arrondis à l'unité près. On nous demande de calculer l'IMC moyen, c'est-à-dire qu'il y a 9 personnes qui ont un IMC à 20, donc 20 fois 9, plus 12 personnes qui ont un IMC à 22, donc plus 12 fois 22, plus 23 fois 6, plus blablabla, etc., jusqu'à plus 33 fois 2, le tout divisé par 41. Ça nous donne 946 sur 41, ce qui fait environ 23. Donc l'IMC moyen de cette entreprise est de 23.
On nous demande ensuite quel est l'IMC médian. Alors, il y a 41 valeurs au total, puisqu'il y a 41 employés. On divise ça par 2, ça nous donne 20,5. C'est-à-dire que la 21e valeur sera l'IMC médian. Si on avait obtenu 20,8, ça aurait toujours été 21. En revanche, si on avait obtenu 21,2, on aurait regardé la 22e valeur. Donc là, on va regarder quelle est la 21e valeur. Il y a 9 personnes qui ont un IMC à 20, c'est-à-dire que ce sont les 9 premières valeurs. Puis il y a ensuite 12 personnes qui ont un IMC à 22. Et on voit donc que la 21e valeur, ici, qu'à la 21e valeur, on a un IMC de 22. Donc l'IMC médian est égal à 22. Et ça signifie qu'en fait, au moins 50% des employés ont un IMC inférieur ou égal à 22. Et que du coup, au moins 50% ont un IMC supérieur à 22. D'après certains magazines, on nous dit qu'au moins 5% de la population mondiale est en surpoids ou obèse. Donc ici, on nous dit que les IMC ont été arrondis à l'unité près dans le tableau. Ce qui se passe, c'est que pour les deux personnes qui ont un IMC de 25, on ne sait pas si elles sont en surpoids ou si elles ne le sont pas, parce que peut-être que leur IMC était à 24,9, et du coup elles ne seraient pas en surpoids. Bon, on va faire deux cas. Donc on va dire que ces deux personnes sont en surpoids, c'est-à-dire que leur IMC était au moins à 25, c'est-à-dire 25,01. On regarde dans le tableau, combien de personnes ont un IMC supérieur à 25. Donc 2, plus 1, plus 1, plus 2. Il y a 6 personnes qui sont en surpoids. 6 divisé par 41, ça fait environ 14%, ce qui est supérieur à 5%. Maintenant, on va regarder le cas 2, en estimant que ces deux personnes ne sont pas en surpoids, c'est-à-dire on ne va pas inclure la colonne de l'IMC à 25. Et on regarde juste ces trois valeurs. C'est-à-dire que le nombre d'employés en surpoids, cette fois, c'est 1 plus 1 plus 2, c'est 4. Mais 4 divisé par 41, ça fait 0,0976, qui fait environ 9,76%, ce qui est toujours supérieur à 5%. Donc oui, dans cette entreprise, au moins 5% de la population est en surpoids. Lors de l'exercice 7, on nous explique que Léo a ramassé des fraises pour faire de la confiture. Il a ramassé 1,8 kg et utilise les proportions de sa grand-mère pour faire de la confiture. Ce qu'elle lui dit, c'est que s'il a 1 kg de fraises, il lui faut 700 g de sucre. On va faire un tableau de proportionnalité. Donc on a 700 g fois 1,8 divisé par 1. Et c'est égal au point d'interrogation qui est en fait égal à 1260. 700 fois 1,8 divisé par 1, ça fait 1260 grammes. Donc, pour 1,8 kg de fraises, Léo a besoin de 1,26 kg de sucre. Une fois qu'il a fait sa cuisson, il obtient 2,7 litres de confiture. Ce qu'il va faire, c'est verser sa confiture dans des pots cylindriques qui ont une hauteur de 12 cm et un diamètre de 6 cm. On nous dit qu'il remplit les pots jusqu'à 1 cm du bord, c'est-à-dire qu'il peut les remplir que jusqu'à 11 cm de haut. Pour rappel, 1 litre c'est 1000 cm3 et le volume d'un cylindre c'est pi fois le rayon au carré fois la hauteur. Les 2,7 litres ici peuvent être convertis en cm3 et on s'en servira un peu après. On va donc calculer le volume disponible dans un cylindre. C'est pi fois le rayon au carré, donc 6 sur 2. Je pense qu'il y a des élèves qui se sont trompés et qui ont mis 6 au carré directement, fois 11 et non pas fois 12. Puisque 12 cm moins 1 cm, ça fait 11. Donc on a pi fois 3 au carré fois 11, ça fait pi fois 9 fois 11, ça fait 99 fois pi, ce qui fait 311 cm3. Donc Léo peut mettre 311 cm3 au maximum dans un seul pot. Or il a 2700 cm3. On le divise par 311 et on voit qu'on obtient 8,68 pots. Là, on peut utiliser les pots comme unité. Ça veut dire qu'il peut remplir 8 pots complètement, enfin en laissant 1 cm en haut, et que le dernier pot ne sera rempli qu'à 68%. Il pourra remplir que 0,68 du dernier pot. Et on nous demande quelle est la longueur de l'étiquette. En fait, l'étiquette, elle va recouvrir tout le périmètre du pot, c'est-à-dire toute cette distance. Et en fait, c'est le périmètre d'un cercle. On sait que c'est égal à 2 fois pi fois le rayon, ce qui fait 2 fois pi fois 3, et ça fait environ 18,8 cm.
Donc la longueur d'une étiquette est d'environ 18,8 cm. Maintenant, on va nous demander de dessiner l'étiquette à l'échelle 1/3. On sait qu'on a 12 cm de haut et 18,8 cm de long. Dessiner l'étiquette à l'échelle 1/3, ça veut dire prendre la hauteur et la longueur et les diviser par 3, tout simplement, avant de les dessiner. Ce qui fait une hauteur de 4 cm et une longueur de 6,3 cm. Et sur la copie, il fallait dessiner un rectangle qui faisait 6,3 cm de long sur 4 cm de haut. C'est tout pour ce brevet 2017. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon courage si vous révisez pour le brevet et que vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard. J'espère que ça vous aura aidé. Merci à Three Blue Round Brown pour l'inspiration qu'il procure. C'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube et vous pouvez aller la voir si vous comprenez l'anglais. C'est sur les maths, c'est très très bien animé. Et si vous ne comprenez pas l'anglais, allez voir la chaîne Micmath de Michael Launay. A bientôt et bon courage. Ciao.